J'ai une vingtaine d'années aujourd'hui et ma rencontre a eu lieu lorsque j'avais 6 ans. À l'époque, ma famille et moi vivions dans une maison à Londrina, Paraná, au Brésil. La propriété se trouvait juste à l'extérieur de la banlieue, dans la partie nord-ouest de la ville, à la limite de celle-ci et près de la campagne. Il s'agissait d'un terrain d'environ 420 mètres carrés, entouré de murs de 2 mètres pour plus d'intimité. La maison se trouvait dans un coin éloigné de la propriété, avec une bonne vue sur les environs, 90-95% de la vue sur l'ensemble de la propriété depuis le porche d'entrée de la maison. La région, nord du Paraná où se trouve la ville, ressemble au sud du Missouri ou au nord-est du Kansas, mais elle est tropicale plutôt que tempérée. La population est de plus de 480 000 habitants. Le paysage est assez plat, avec quelques collines. Il y a peu de végétation, seulement quelques parcs et réserves naturelles, mais aucun d'entre eux n'est assez grand pour abriter une population décente d'espèces animales de taille moyenne ou grande. Il n'y a pas d'ours au Brésil, et les plus grands prédateurs que l'on trouve à l'état sauvage sont le loup à crinière, le cougar d'Amérique du Sud et le jaguar du Pantanal. Aucun d'entre eux n'a pu être identifié comme ceux que j'ai vus. Ma rencontre a été brève, mais elle a été suffisamment claire pour que je puisse distinguer la forme de la créature, sa couleur, sa taille, etc. Alors parlons maintenant de la rencontre. Ça s'est passé le vendredi 18 octobre 2002. C'était le milieu du printemps dans l'hémisphère sud, et cette nuit-là, la lune était pleine, avec un ciel relativement nuageux. Nous avions une douzaine de chiens sur la propriété, qui dormaient tous ensemble dans un grand chenil sur le côté de la maison. D'habitude, ils sont plutôt calmes la nuit, mais cette nuit-là, ils étaient troublés et effrayés. L'un des chiens a réussi à s'échapper du chenil et essayait désespérément d'entrer dans la maison. J'étais seule avec ma mère et elle m'a demandé d'allumer les projecteurs à l'extérieur de la maison pour voir ce qui se passait. Je me suis exécutée et je suis allée sur le porche d'entrée pour scruter les environs et essayer de voir ce qui avait pu effrayer les chiens. En regardant le coin où se trouvait un manguier, à 90-120 mètres, j'ai vu une grande créature grisâtre qui courait à 4 pattes, évitant les lumières. Elle est passée derrière le manguier et a disparu dans l'obscurité. En la voyant, je l'ai immédiatement identifiée comme étant une sorte de loup-garou, comme celui du film Bad Moon en 1996, mais avec une tête un peu plus grosse, un museau plus épais et une carrure plus importante. Sur ses pattes arrière, il devait être au moins aussi haut que les murs de la propriété, 2 mètres environ. Je me suis figé pendant quelques secondes après l'avoir vu. C'était une brève observation. Elle a duré 2-3 secondes, et dès que je me suis remis du choc, j'ai sprinté aussi vite que possible pour entrer dans la maison, verrouiller toutes les portes et fermer les fenêtres qui étaient encore ouvertes. À l'époque, je connaissais les films de loup-garou. J'étais déjà conscient de l'impossibilité qu'une personne puisse se transformer en monstre, mais ce que j'ai vu ressemblait indubitablement à un loup-garou. Donc, depuis cette rencontre, j'ai commencé à croire en ces êtres, et ce n'est que récemment que j'ai entendu parler du terme dogman, qui sont plutôt considérés comme des cryptides et non comme des êtres métamorphes. C'est ainsi que j'ai rencontré un dogman. Tout comme aux États-Unis, où il y a des endroits où les observations sont fréquentes, il y a des endroits au Brésil où elles se produisent fréquemment aussi, comme à Joanópolis et Três Lagoas. Joanópolis a connu des observations de loups-garous et de dogman depuis sa fondation. On dit que son premier maire était un loup-garou au milieu ou à la fin des années 1800. La ville est remplie de références aux loups-garous. Três Lagoas a connu de nombreuses observations depuis la fin des années 1980, début des années 1990. Il y a eu une série de nuits dans cette petite ville, dans les années 1990, où les gens ont affirmé qu'un loup-garou errait dans les rues après la tombée de la nuit, essayant d'envahir les maisons, grimpant sur les toits et hurlant, effrayant les chiens des gens et attaquant le bétail. Les habitants avaient vraiment peur. La police de l'État a commencé à renforcer les patrouilles de nuit et à enquêter, supposant que quelqu'un était dehors en costume pour effrayer les gens.
Il y a longtemps, j'ai fait du camping dans un endroit du Nouveau-Mexique appelé Oasis State Park. À l'époque, il y avait beaucoup d'enfants dans l'église que je fréquentais et je me suis lié d'amitié avec l'un d'entre eux. Nous étions suffisamment amis pour qu'il m'invite à faire du camping avec lui, son père et sa petite sœur. Bien sûr, j'ai tout apporté. Une Bible, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, des vêtements de rechange pour 3 jours de camping, un petit couteau de poche, une lanterne, mon sac de couchage et ma propre tente, ainsi que des choses basiques comme des chaussettes, une brosse à dents et du dentifrice. Cela n'a probablement pas d'importance, mais j'étais le plus âgé et j'avais peut-être 12 ans. Ryan était plus jeune que moi de quelques semaines et sa sœur avait environ 8 ans. J'ai 19 ans aujourd'hui. Le premier jour, nous avons monté nos tentes et nous nous sommes amusés comme des fous. Après avoir fini, mon ami Ryan et moi avons marché jusqu'à un étang qui n'était pas très loin de nos tentes. Le sentier qui y menait était littéralement à côté de notre emplacement. Je trouve important de mentionner que oui, il y avait des arbres, mais pas comme dans n'importe quelle forêt. Il s'agissait de petits arbres chétifs, manifestement plantés récemment, et qui de toute évidence avaient du mal à survivre. Je m'en souviens à peine, car je n'ai pas vraiment fait attention aux arbustes, à part ramasser des bâtons et faire attention aux cactus lorsque Ryan et moi explorions le sentier. Bref, comme je le disais, Ryan et moi, nous nous sommes bien amusés, même si nous avons dû nous coltiner sa sœur, parce qu'elle s'ennuyait et ne pouvait pas explorer seule. Nous avons vu un joli serpent, lissé noir, je ne me souviens pas de l'espèce. Il était en train de boire à l'étang. Une fois qu'il a fini, il s'est enfui dans les broussailles. À part ça, seules 2 autres caractéristiques de ce parc sont importantes. Les toilettes se trouvaient sur une légère pente le long du sentier, à 2 ou 3 emplacements d'une autre. De plus, un groupe de dunes de sable construites autour de piliers rocheux se trouvait devant notre emplacement, à environ 3 emplacements. Au-delà de ce pilier, il y avait une zone clôturée, très plate et très sèche, si je me souviens bien. Les toilettes devant ma tente se trouvaient à gauche, les dunes directement devant, à travers un sentier mal entretenu. Le premier jour s'est bien passé, et ce soir-là, nous avons fait un feu de camp, dégusté les s'mores et raconté des histoires. Le père a raconté la seule histoire effrayante de la soirée. Il s'agissait d'un bâtiment abandonné avec des fantômes ou quelque chose comme ça. Et ce n'était pas si effrayant que ça. Je me suis couché ce soir-là en m'attendant à un sommeil froid mais paisible. À un moment donné, je me suis réveillé et j'ai eu envie de faire pipi. Je n'avais pas envie de marcher jusqu'aux toilettes. Je suis paresseux, je l'avoue. Alors j'ai uriné sur un petit boulot qui se trouvait littéralement à 1,5 mètre de ma tente. Après ça, je suis retourné me coucher. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai dormi avant de me réveiller avec des maux de ventre. Il venait de pleuvoir, je le voyais à une petite fuite dans la tente, et je n'allais pas faire mes besoins sur un arbre. Ma petite lanterne LED n'était pas très puissante, et mes chaussures étaient complètement mouillées à l'extérieur, mais j'avais besoin d'y aller, et ça ne pouvait pas attendre. Alors j'ai décidé de faire avec. Comme toutes les tentes que j'ai eues, la mienne avait 2 ouvertures. Une porte zippée avec une porte moustiquaire zippée à l'extérieur. De cette façon, on peut voir dehors sans sortir et sans que quelques moustiques ne s'installent pour la nuit. Alors, ayant entendu des hurlements de coyotes, j'ai voulu vérifier l'extérieur de ma tente avant d'en sortir. Et aussi, étant un enfant, je n'ai pas réalisé à quel point un coyote sauvage et affamé pourrait facilement déchirer ma fragile moustiquaire en nylon. J'ai donc ouvert la tente et j'ai allumé ma lanterne LED. Pendant quelques secondes, tout semblait clair et la pluie avait déjà cessé. J'ai alors décidé que c'était sans danger. J'ai commencé à ouvrir la moustiquaire, quand j'ai entendu un hurlement très fort, comme celui d'un coyote, mais beaucoup plus profond. Si vous avez déjà entendu des coyotes, leurs cris peuvent être très aigus, alors c'était bizarre. Il m'a fallu un moment pour cesser de me concentrer sur cette tonalité étrange et réaliser que le hurlement était proche, comme s'il provenait de l'étang. Je n'ai même pas pensé à éteindre ma lanterne. Je me suis contenté de fermer le rabat de la tente.
À environ un tiers du temps nécessaire pour fermer le rabat de la tente, j'ai entendu un craquement, comme lorsque vous êtes sur un terrain de jeu rempli de galets et que quelqu'un marche nonchalamment. C'est parce que les emplacements des tentes étaient équipés d'un sol en galets, juste un tas de petits cailloux dans un grand cercle ouvert pour rendre la zone de campement plus lisse. Non seulement le hurlement était étrange, mais les pas eux-mêmes étaient bizarres. Il s'écoulait pas mal de temps entre chacun d'entre eux, et on aurait dit qu'ils étaient traînés comme des griffes. À ce moment-là, je commençais à être vraiment effrayée. Je me suis demandé ce que c'était, et si c'était prudent d'aller aux toilettes quand même. Et là, je l'ai vu. Je me suis complètement figée. Pour la première fois de ma vie, mon esprit était vraiment vide. L'animal était énorme, d'après ce que montrait ma lanterne pourrie. Il était grand et avait un mélange de couleurs sur le dos, tout avec des motifs aléatoires de fourrure brune et noire. Il était musclé, mais pas comme un bodybuilder. En outre, il était mince au milieu et avait des jambes et des bras trapus. Les jambes au niveau des hanches étaient plus trapues que toutes les autres parties de ses membres. Par ailleurs, sa fourrure était plus claire que celle de la plupart des représentations du Dogman que j'ai vues, comme le museau qui était blanchâtre sur la partie inférieure. J'ai fait quelques recherches sur le Dogman depuis, et comme la plupart des descriptions, il avait des oreilles plus petites et des yeux brillants, très probablement brillants à cause de ma lanterne. Si l'on veut se faire une idée des oreilles, on peut dire qu'elles étaient placées directement sur le dessus, comme un chat qui essaye d'entendre quelque chose. À un moment donné, il s'est penché et a reniflé l'arbre avant de se tourner vers moi et de me regarder dans les yeux pendant un moment. Mais lorsqu'il s'est penché, ses pattes arrière, je suppose, ont émis d'étranges bruits secs, comme ceux de vos articulations, mais beaucoup plus forts. J'ai regardé ses yeux et je jure que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Vous est-il déjà arrivé de regarder quelque chose, de le regarder dans les yeux et de vous rendre compte que vous étiez la proie? Cette peur primitive qui va au-delà de la peur normale lorsque vous réalisez que cette chose qui vous regarde a tout pouvoir, que vous êtes sa proie et qu'elle n'a aucune pitié discernable. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, sachant qu'aucun mur de tente n'arrêterait cette bête si elle voulait écraser mon crâne dans ses mâchoires. Finalement, je ne suis jamais allée aux toilettes. Je sais ce que certains vont dire. Ce n'était qu'un cinglé avec des peaux de coyote sur le corps. Cela n'aurait pas pu être le cas, car sa fourrure n'était pas très épaisse et je pouvais voir les muscles onduler lorsqu'il bougeait. Plus étrange encore, avant de s'enfoncer dans l'obscurité, il s'est mis à quatre pattes et ce faisant, ses genoux ont fait entendre un bruit plus fort que celui d'un claquement. C'était le bruit des os qui s'entrechoquent maladroitement dans le corps. J'en suis sûre maintenant. Ses genoux devaient se désolidariser et glisser dans une position différente pour qu'il puisse courir à quatre pattes. C'est mon expérience. Certains diront que c'est de la foutaise, mais peu importe. Ce soir-là, mon ami et sa famille avaient entendu le hurlement, mais l'ont ignoré, pensant qu'il disparaîtrait. Je sais donc que ce n'était pas un rêve. Sinon, le lendemain matin, j'avais retenu mon envie d'aller aux toilettes toute la nuit, et je n'ai voulu y aller que lorsque tout le monde était réveillé. Il y avait des traces sur les dunes de sable qu'un ranger a dit être celles d'un coyote, mais sinon il n'y avait aucun signe à part le hurlement fort qui a effrayé tous les campeurs qui étaient réveillés. Si vous me demandez pourquoi cette créature ne m'a pas attaqué, je vous répondrai que je n'en suis pas sûre, mais peut-être que c'était la Bible que j'avais avec moi qui m'a protégée, ou peut-être qu'il n'appréciait pas les humains, ou encore qu'il savait que tout le camping se réveillerait s'il essayait quelque chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même s'il aurait pu m'attaquer ce soir-là, il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que ça s'est passé. Depuis, je suis fascinée par les Dogman. Je veux en savoir plus sur ces créatures. Et si je peux aider d'autres personnes à apprendre en partageant cette expérience aujourd'hui, c'est parfait. Mon père possède un petit service de livraison qui opère à partir de Farmington, Nouveau-Mexique. Nous livrons surtout des petits paquets au milieu de nulle part.
ce qui est trop compliqué pour les grandes entreprises de livraison. Mon père est le seul employé et nous disposons de quelques camionnettes et d'une remorque. Un jour, nous recevons une livraison à Window Rock, Arizona, dans la réserve Navajo, à environ 2 heures de Farmington. Mon père reçoit l'appel pour ce travail alors qu'il est en train de se détendre avec son ami Navajo, Travis et sa petite amie. Travis mentionne qu'il a de la famille à Window Rock, qu'il n'a pas vu depuis des lustres et suggère qu'il l'accompagne. J'avais environ 6 ou 7 ans à l'époque et c'était l'été. Mon père a donc décidé que nous irions ensemble. Il peut faire sa livraison très rapidement, puis pendant que Travis voit sa famille, nous pouvons aller voir Window Rock, une grande paroi rocheuse avec un grand trou qui va de l'autre côté. Nous avons dû faire le convoi dans des camions séparés, car celui de mon père était chargé de marchandises. Nous avons décidé d'emporter des talkie-walkie pour pouvoir communiquer entre nous. Nous sommes à Window Rock. Tout se passe sans incident, puis nous commençons à rentrer chez nous, le long de la vieille autoroute. Mon père et moi devant, et Travis et sa copine dans leur camion derrière nous. Honnêtement, je ne me souviens pas de la majeure partie du voyage, mais je n'oublierai jamais la partie suivante. Nous sommes quelque part sur l'autoroute entre Window Rock et Gallup, Nouveau-Mexique. Il avait plu plus tôt dans la journée et la route était un peu glissante. Alors nous avons pris notre temps. Sur la gauche de la route, il n'y a rien d'autre que des falaises de grès et sur la droite, il y a un immense champ séparé de la route par une petite clôture de fils de barbelés. Nous atteignons le sommet de cette colline et au bas de la colline, nous apercevons ce qui semble être un très gros chien assis sur ses pattes au milieu de la route face aux falaises. Mon père appelle à la radio. « Travis, tu vois ce gros chien ?» Travis commence à hurler à son tour dans la radio. « Ce n'est pas un chien. Accélère tout de suite et fonce sur lui. » Il n'arrête pas de crier. « S'il te plaît, fonce sur ce putain de truc tout de suite. » Alors mon père commence à accélérer et comme nous nous approchons un peu plus, je commence à le voir un peu plus clairement. Il est couvert de poils bruns, durs et emmêlés, qui semblent couverts de sang séché. Il fait toujours face aux falaises, mais au moment où nos phares l'atteignent, il se retourne et nous regarde. Et il a un visage, je ne sais pas comment le décrire autrement que comme un mélange entre le visage d'un loup et celui d'un humain. Il a l'air tordu et déformé. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de cette chose, nous commençons à réaliser qu'elle est vraiment énorme. Bien qu'il soit encore assis sur ses fesses, il est à peu près à hauteur d'épaule du capot du camion. Nous sommes littéralement à quelques centimètres de l'atteindre, lorsqu'il pousse un cri qui ressemble à celui d'une personne dont les poumons se remplissent d'eau et qu'il fait un bond en arrière vers le champ, atterrissant juste de notre côté de la clôture barbelée. Puis, d'un autre bond, il disparaît de notre vue. Travis revient à la radio. « Continue à rouler, il faut qu'on sorte d'ici. » Il n'arrête pas de répéter cette dernière partie. Nous devons sortir d'ici et nous devons aller plus vite. Très vite, nous roulons à toute allure et alors que nous nous approchons de la périphérie de Gallup, nous nous faisons arrêter. Travis arrête son camion en même temps que nous. Naturellement, cela rend le flic, un Navajo lui-même, très nerveux. Et il demande immédiatement pourquoi Travis a ressenti le besoin de se garer aussi. Travis répond. Nous venons de voir un skinwalker à quelques kilomètres et il nous suit. L'officier devient immédiatement blanc, balbutie quelque chose à propos d'un avertissement verbal, monte dans sa voiture et s'en va. Nous faisons de même. Nous n'avons rien vu d'autre cette nuit-là, mais quand nous sommes rentrés à la maison, Travis a refusé de nous laisser partir sans prendre une sorte de totem Navajo censé éloigner ces créatures.
Mon fils de 3 ans a souffert d'otite chronique l'année dernière, ce qui lui a valu de fortes fièvres. Cette nuit-là, j'ai dormi avec lui car je devais lui donner du Tylenol tout au long de la nuit pour faire baisser sa fièvre et le maintenir à l'aise. J'ai réglé mon alarme pour qu'elle me réveille vers 2h30 du matin. Lorsque je me suis réveillée, je suis allée dans la cuisine pour prendre le Tylenol. J'ai remarqué qu'une lumière vive entrait dans l'appartement depuis la porte de la terrasse et éclairait également une partie du bois derrière l'appartement. Lorsque je suis allée voir ce que c'était, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une voiture avec des phares brillants sur le parking à l'arrière-toit de l'appartement. J'ai pensé qu'il déposait quelqu'un. Puis j'ai vu le mouvement de ce qui ressemblait à un chien se promenant près des bois. J'ai commencé à penser que la dame qui promenait habituellement son chien, un mignon petit corgi, dans cette zone, avait délibérément orienté sa voiture dans cette direction pour pouvoir voir pendant qu'elle promenait son chien. Mais en me rapprochant, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne qui promenait son chien et qu'il n'y avait pas de chien. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai vu, mais je vais le décrire du mieux que je peux. Au début, cela ressemblait à un chien de la taille d'un corgi, mais en s'approchant, on aurait dit un chat domestique moyen. Ensuite, il ressemblait à un ours noir et enfin à un koala. Je vis dans le nord du New Jersey, terre agricole et beaucoup de bois. Il n'y a pas de koala sauvage ici. À ce moment-là, mon cœur bat à tout rompre et j'ai peur. La peur que j'ai ressentie était comme une peur primitive que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai couru dans ma chambre pour réveiller mon petit ami et je l'ai secoué très brutalement. Je lui ai dit « Il faut que tu viennes voir ça ». Il était un peu fâché contre moi. Lorsque nous regardons dehors ensemble, nous voyons cette chose se rapprocher et elle ressemble maintenant à une moufette, une bande blanche au centre et une queue touffue. J'ai dit « Oh, c'est juste une moufette » avec un petit rire. J'étais un peu gênée de l'avoir réveillée à cause d'une putain de moufette. Mais à ce moment-là, je me sentais aussi soulagée que je me sois trompée. En marchant, on aurait dit qu'elle luttait pour trouver une forme. J'ai trouvé qu'elle avait l'air de se désagréger, mais aussi de se reconstituer en même temps. Je sais que cela n'a pas de sens, mais il est difficile de trouver les mots pour décrire ce que nous avons vu. Après la formation du putois, on aurait dit une personne rampant sur le sol, avec une sorte de fourrure attachée à elle autour de la jambe. Puis cela a changé à nouveau. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la chose semblait se désagréger ou perdre ses poils, mais qu'en même temps elle grandissait. La personne qui avait allumé ses phares les a éteints au fur et à mesure que l'animal s'enfonçait dans les bois. Cela s'est passé assez rapidement. Je dirais qu'il ne s'est écoulé que quelques minutes entre le début et la fin. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai donc pris une lampe de poche et je l'ai braquée dans les bois pour voir si je la voyais encore. Mais elle avait disparu. J'ai aussi ouvert la porte pour voir si je pouvais entendre quelque chose, mais je n'ai rien entendu. C'était très calme. J'ai eu beaucoup de mal à me rendormir cette nuit-là. Mon petit ami n'était pas effrayé, mais il était confus et stupéfait. Il ne savait pas quoi en penser. J'étais effrayée et j'avais la chair de poule. Je sais que si je ne l'avais pas réveillé pour qu'il voie ce qui se passait, il ne m'aurait probablement pas cru. Malheureusement, je sais ce que j'ai vu et je n'oublierai jamais. Je tiens à préciser que j'ai toujours un peu cru à ce type de créature, skinwalker, wendigo, esprit, etc. Mais bien sûr, comme toute personne qui n'a pas fait l'expérience de quelque chose, j'ai eu des doutes. Hier soir, j'étais avec mon partenaire et une autre amie dans un endroit appelé Waves Chasm, à Gloucester, Massachusetts. Nous sommes arrivés vers 21h30 et nous allions faire un feu sur les rochers au bord de l'eau. Il fallait traverser une zone boisée pour atteindre les rochers. Et lorsque nous nous sommes arrêtés, j'ai eu un mauvais pressentiment pour une raison quelconque. Je fais habituellement confiance à mon intuition, mais je me suis dit que j'étais juste en train de me faire du mauvais sang.
Pendant que les gens avec qui j'étais regardaient le feu, je fixais l'obscurité en ayant l'impression que quelque chose nous observait. J'ai décidé d'aller sur un rocher plus éloigné du feu pour que mes yeux puissent s'adapter à l'obscurité. Et voilà que je vois une grande silhouette blanche translucide à environ 15 mètres de nous, au sommet des rochers de l'autre côté de la zone, assez haut. Elle commence à descendre les rochers. Et quand je dis descendre, je veux dire rapidement, comme plus vite qu'il n'est humainement possible, et pendant qu'elle fait cela, elle devient plus petite et prend la forme d'un animal, comme un coyote ou un loup. Je dis, est-ce que c'est un animal? Et mon partenaire regarde et comme moi trouve ça très étrange. L'autre personne avec qui nous étions n'était pas dérangée par cela, pour une raison quelconque. Il a dit qu'il l'avait vu, mais il essayait sur le moment de nous convaincre que c'était une personne. Il était ivre. Quand je vois la créature venir dans notre direction, je suis absolument horrifié à l'idée que ça va nous tuer. J'ai essayé de monter plus haut sur les rochers pour m'en éloigner. Je pensais littéralement que j'allais mourir. J'ai eu le sentiment le plus horrible et c'était vraiment la chose la plus effrayante et la plus terrifiante que j'ai jamais ressentie ou vue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai braqué ma lampe de poche dessus et je pense que cela a dissuadé la chose parce qu'elle a fini par courir dans les bois et disparaître. Mon partenaire et moi étions complètement horrifiés et mes jambes tremblaient violemment. L'ami avec qui nous étions voulait rester pour finir son verre, mais nous voulions y aller. Nous n'avons pas pu comprendre ce qui s'était passé. Nous avons alors décidé de faire des recherches sur les skinwalkers et sur la région où nous nous trouvions. Voici ce que nous avons trouvé. Les premières choses qui apparaissent lorsque vous recherchez sur Google Waves Chasm Industries sont plusieurs articles sur des décès survenus là où nous étions. Maintenant, chacun déclare que les morts étaient dus aux vagues qui renversaient les gens et les noyaient, mais ce n'est pas ce qui nous a fait flipper. J'ai continué à faire défiler et je suis tombé sur ce site web étrange. C'était un site web de photos d'archives, mais pour une raison quelconque, la description incluait le nom de l'endroit où nous nous trouvions. Lorsque j'ai cliqué sur le site web, je ne pouvais littéralement pas croire ce que je voyais. L'image de la créature ressemblait beaucoup à ce que nous avions vu plus tôt dans la nuit. Nous ne savons toujours pas quoi penser de cette situation, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours peur. Je suis chasseur et j'aime bien particulièrement chasser le sanglier. Bien que j'ai déjà chassé le cerf et qu'il m'arrive de prendre une dinde pour Thanksgiving, je chasse surtout le sanglier. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le sanglier est un problème majeur aux États-Unis. La femelle peut avoir 2 portées par an, et il n'est pas rare qu'une portée soit composée de 10 sangliers ou plus. Étant donné que ces animaux mangent tout et n'importe quoi, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le ministère de la Pêche et de la Faune rend leur chasse légale, sans presque aucune restriction. Dans mon état, il est illégal de chasser la plupart des grands mammifères avec des lunettes de vision nocturne ou thermique, à l'exception du sanglier et du coyote. J'avais économisé pendant 1 an, principalement pour le plaisir. Il est difficile d'expliquer à sa femme qu'une lunette qui coûte littéralement 2 fois plus cher que le fusil sur lequel je la montais en valait la peine. Il y avait une zone où il y avait beaucoup de sangliers, et je savais qu'elle serait parfaite pour une chasse de nuit. Il était facile d'y accéder avec mon camion, et il y avait des endroits faciles à trouver où je pouvais m'installer et qui donnaient sur une grande clairière facile à parcourir. La nuit a commencé sans incident. J'ai surtout bricolé avec mon nouveau jouet, en faisant défiler les réglages. J'étais un peu impatient, j'avais repéré plusieurs cerfs, mais ils n'étaient pas en saison. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, mon installation actuelle n'était pas légale pour les cerfs. Je suis passé à un autre endroit que j'avais vu quelques jours plus tôt et qui n'était probablement pas beaucoup mieux que le premier. Mais cela m'a donné quelque chose à faire et un nouvel angle pour regarder autour de moi avec ma nouvelle lunette. Après avoir passé 1 heure à observer la zone, je me suis rendu compte de la situation. Cet endroit n'a pas beaucoup d'activités animales, pas de lapins ni de hiboux.
Les serres que j'avais vues se trouvaient à des centaines de mètres de l'endroit où je me trouvais. Pourquoi cette parcelle de terre était-elle si morte la nuit et si vivante le jour? Je m'étais installé vers 22 heures et il était environ 2 heures du matin lorsque j'ai commencé à penser à remballer, peut-être à installer une cible avant de partir et à faire quelques tirs d'entraînement. J'ai entendu un craquement dans la direction d'où je venais auparavant. J'ai fait pivoter ma lunette et j'ai vu la silhouette d'un petit ours qui se faufilait dans les buissons. Il est important de noter que ma lunette n'est pas exactement une vision nocturne. Il s'agit d'une lunette thermique, un peu comme une version en noir et blanc de ceux que l'on voit dans les films sur les prédateurs. J'ai ajusté ma portée et j'ai zoomé un peu. Je me souviens d'avoir eu une petite secousse quand j'ai vu que ce n'était pas vraiment un ours, mais un homme. Parce qu'il était si bas et recroquevillé, j'ai pensé que je voyais un jeune ours. Est-ce un garde-chasse? C'est impossible. J'aurais vu les phares de la voiture depuis l'endroit où j'étais perché. Et d'où aurait-il pu venir à pied? J'étais à 50 km de tout et sur des terres publiques. J'étais sur le point d'appeler quand j'ai ajusté mon viseur et j'ai remarqué qu'il était nu. Ni chaussures, ni pantalon, ni rien. Je me souviens avoir été troublé par ses mouvements. Comme un écureuil ou quelque chose comme ça, il s'agitait, s'agrippait au feuillage, reniflait et palpait l'arbre. Était-ce mon arbre, celui contre lequel je m'étais appuyé plus tôt? Cette idée me terrifiait. Pouvait-il me sentir? Puis, il a fait quelque chose dont je fais encore des cauchemars aujourd'hui. Il s'est accroupi, a placé ses mains dans la terre entre ses pieds et a regardé droit vers le haut, comme un chien qui hurle à mi-voix. Et je l'ai entendu, une voix venant de cette direction, une voix de femme très convaincante. Il y a eu une longue pause, mais aucun de nous n'a bougé d'un poil. Je ne pouvais pas me résoudre à viser directement une personne. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris sur les armes à feu. Était-il perdu? Est-ce que c'est un type qui est devenu fou ici? Pourquoi sa voix était-elle si féminine? La voix continue à crier. C'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était des conneries. Non seulement il pouvait marcher, et quand je l'ai vu pour la première fois, il traversait la terre avec aisance pour une personne nue, à tel point que je l'ai pris pour un ours. C'est un putain de piège. Ce type essaie de m'attirer à lui avec une routine de demoiselle en détresse. Heureusement, le manque d'activité avant m'avait poussé à remballer la plupart de mon matériel. Je pense que j'ai peut-être laissé derrière moi un chapeau, un tapis de sol, et je n'en avais rien à foutre à ce moment-là. Je l'ai quitté des yeux un instant pour enfiler mon sac. J'ai bouclé ma sangle de poitrine et je me suis précipité sur mon fusil. À ma grande horreur, il était dans la même position, mais son visage regardait dans ma direction. Comment avait-il pu m'entendre me lever et mettre mon équipement? Il devait être à 150 mètres de moi. « Va te faire foutre !» ai-je crié dans cette direction. Il s'est redressé et j'ai été frappé par sa taille et sa maigreur. Il mesurait facilement 1,80 m et était très maigre. Il a fait quelques grandes enjambées dans ma direction et j'ai instinctivement envoyé une balle au-dessus de sa tête dans les arbres. Il était vraiment effrayant, mais il ne m'avait pas vraiment menacé. Qu'allais-je dire aux flics? Je ne voulais pas tirer sur quelqu'un et je n'étais pas prêt à le faire. Il s'arrêta net et se mit à 4 pattes. Le prochain va te faire foutre, il est resté à 4 pattes, et cette fois j'ai visé le centre de son corps. Ses yeux étaient juste au-dessus de l'air, comme ceux d'un gros chat. J'essayais d'arrêter de trembler et je savais que ma voix s'était un peu brisée lors du dernier avertissement. J'étais terrifié. Cet affrontement n'a probablement duré qu'1 minute ou 2, peut-être moins, mais j'ai eu l'impression qu'il durait une éternité. En un instant, il s'était lancé vers la gauche, en direction de la ligne d'arbres opposée à la route. J'avais du mal à le regarder dans mon champ de vision, tant il se déplaçait rapidement. Il a disparu dans les broussailles, et j'ai envoyé une autre balle dans sa direction. J'ai finalement laissé tomber. Je n'étais pas loin de mon camion, et je voulais sortir de là. Je l'entendais au loin, criant dans un son bizarre qui pouvait être un rire ou un cri. J'ai grimpé le sentier et je suis arrivé à mon camion, essoufflé. J'ai jeté mon équipement dans la cabine, mais j'ai gardé le fusil sur le siège passager et je suis parti.
Pendant longtemps, j'ai raconté cette histoire en pensant que j'avais repéré quelqu'un de dérangé qui vivait comme une sorte d'homme des cavernes. J'ai signalé l'incident au service de la pêche et de la chasse, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me réprimander pour avoir chassé seule la nuit, et je n'ai jamais reçu de nouvelles. Ce n'est lorsque j'ai raconté cette histoire lors d'une excursion en camping que mon neveu m'a parlé des Wendigo, des Reik et des Skinwalkers. Mon histoire l'a effrayé parce que l'endroit où nous campions était techniquement la même forêt que celle où j'avais vu ce bâtard, à seulement 80 km à l'est. Il était tellement effrayé que sa mère, ma cousine, a dû le ramener à la maison. Elle était vraiment furieuse. Je ne dis pas que ce que j'ai vu était vraiment un Wendigo ou un Skinwalker. Je dis que si une telle chose existe, j'ai peut-être évité le pire cette nuit-là. Je n'ai aucune idée de ce que nous avons vu exactement cette nuit-là. J'ai fait pas mal de recherches et je n'ai rien trouvé. Mon mari et moi pensons qu'il pourrait s'agir d'un Wendigo, mais je ne sais pas. Je n'ai entendu personne d'autre dire qu'ils avaient vu quelque chose de semblable à Red River Gauche. Mes amis et moi allons souvent camper. Mon endroit préféré est Red River Gauche, dans le Kentucky. Nous y allons régulièrement et j'y vais depuis que je suis toute petite. J'ai maintenant 28 ans, je suis mariée et j'ai un enfant et j'y vais toujours. C'est l'endroit le plus proche de chez moi où l'on peut voir la Voie lactée pratiquement tous les soirs. C'est parfait pour observer les étoiles et j'ai vu une étoile filante chaque nuit claire où j'y suis allée. Lors de nos premières expériences de randonnée nocturne, nous allions sur des sentiers que nous connaissions bien et qui étaient fréquemment utilisés pendant la journée. Le plus utilisé est celui du Natural Bridge State Park. Ce sentier représente une montée d'environ 3 km selon le point de départ. Je l'ai parcouru tous les étés de ma vie et je pourrais le faire les yeux bandés. Il comporte des marches en bois, des marches en pierre taillée, des mains courantes en rondins, des poubelles, mais après avoir atteint le point de départ principal, il n'y a pas de lumière du tout. Il est souvent utilisé et bien qu'il soit en montée, la difficulté est faible. Tant que vous avez une bonne adhérence sur vos chaussures et de l'eau, tout ira bien. Mes amis l'ont fait avec moi plusieurs fois et sont également confiants. Il est interdit de parcourir ce sentier de nuit, mais c'est la forêt et je n'ai jamais vraiment été du genre à me soucier des heures de fermeture pour l'extérieur. Lorsque nous empruntions le sentier principal pour nous rendre au sommet, nous nous garions sur un terrain réservé à la piscine et à l'île Hoedown. Vous traversez la route qui mène à la piscine et vous êtes au premier repère du sentier. Vous montez sur du gravier pendant un certain temps et passez devant le lodge du Natural Bridge State Park. Puis on traverse une autre route. Il y a un mini-abri pour s'asseoir ou un petit mur de rocher pour se reposer les jambes. Ensuite, c'est le début du sentier qui mène au sommet. La nuit a été bizarre dès le début. Dès que nous avons commencé la randonnée, les nuages ont pris le dessus. Et il était très probable que nous marcherions sans rien pouvoir observer des étoiles. Mais nous y sommes allés quand même, juste au cas où les nuages se seraient dissipés avant que nous n'arrivions au sommet. Au début, c'était juste une paranoïa normale qui nous gardait stressés et tranquilles, semble-t-il. Vous savez que vous avez atteint le bas du pont lorsque vous voyez un mur géant de calcaire. À l'époque, un belvédère se trouvait à droite de ce mur et le sentier se poursuivait le long du mur. L'endroit d'où vous venez est une partie assez raide du sentier et le belvédère est le bienvenu. Mon mari, ma meilleure amie de l'époque et moi-même, nous sommes assis sur les marches du belvédère, face à l'endroit où nous regardons le sentier qui suit le mur de calcaire. Le banc se trouve sous un toit et est encore plus sombre que le reste de l'extérieur. Alors nous sommes restés sur les marches. Nous avons chacun une lampe frontale à LED et une lampe flash portative. Nous n'avons pas l'habitude de nous regarder les uns les autres lorsque nous faisons de la randonnée nocturne, car les lumières sont très brillantes
Nous nous asseyons en ligne, comme au souper du Seigneur, et nous marchons en ligne ou en quinconce pour ne pas nous aveugler. C'est la fin des heures d'ouverture à ce moment-là. Aucune remontée mécanique n'a eu lieu depuis des heures, et les gardes forestiers ont déjà fait leur balayage et sont partis juste avant que nous sortions de la voiture et que nous nous dirigions vers le sommet. Nous n'avons pas laissé de temps entre le moment où ils se sont assurés que le sentier et le sommet étaient dégagés et le moment où nous avons commencé notre randonnée. Le téléski vous emmène au sommet, mais il y a des employés qui restent pour faire les comptes et ne partent qu'une fois que c'est dégagé. Je suppose que je dois faire ces remarques parce que c'est ce que je pensais lorsque, comme si elle sortait de nulle part, une fille munie d'une lampe frontale a commencé à marcher sur le sentier que nous regardions. Elle porte une robe d'été et des tongs. Cette randonnée est en montée, et bien qu'elle soit assez facile, elle ne l'est pas sans eau ni vraies chaussures. Elle a dû monter et descendre jusqu'à ce point, sans nourriture ni eau. Sa lumière était vive, et lorsqu'elle a atteint l'endroit où le sentier tourne devant le belvédère et redescend par où nous sommes venus, elle s'est arrêtée. Elle est restée debout, toute droite, comme un être humain dans un dessin anatomique. Elle nous regardait tous assis là, et sa lumière m'a fait lever la main pour me protéger les yeux. Elle ne s'est pas du tout détournée de nos lumières, et n'a même pas semblé gênée par le fait que si lampe LED était braquée directement sur son visage. Elle m'a répondu avec une pause entre chaque mot. Quelque chose comme « Bonjour, ça va ?» J'ai dit quelque chose comme « Bien, et vous ?» Et elle a fait des pauses encore plus longues et a dit « Oh, je vais bien ». Ensuite, elle est restée debout, les mains le long du corps, face à nous et nous regardant fixement. Sa lumière nous empêchait de voir son visage, et elle était si brillante que j'ai levé la main pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'elle se retourne et descende lentement le sentier que nous venions d'emprunter. Elle est arrivée à un endroit où le sentier tournait, et nous avons vu sa lumière rester à cet endroit pendant 1 minute jusqu'à ce qu'elle tourne et que la lumière disparaisse de notre vue. Nous attendons un moment avant de continuer. Je n'arrêtais pas de faire des commentaires sur le fait que c'était bizarre, et tout le monde disait que c'était parce que j'avais toujours peur. Mais personne ne l'a jamais poursuivie. Elle a fait cette randonnée seule, la nuit, et sans qu'aucun garde forestier ne l'ait trouvée. Nous nous sommes levés au bout d'un moment et avons commencé à remonter vers le sommet. Nous avons eu l'impression que cela prenait beaucoup plus de temps que par le passé, mais nous sommes arrivés. Il y a des marches en pierre appelées Fatman Squeeze qui permettent d'atteindre le sommet du pont et de le traverser à pied. En montant et y arrivant, nous avons entendu des brindilles craquer, presque alternativement à gauche puis à droite. Nous nous allongeons et essayons d'observer les étoiles, mais les nuages sont encore plus épais. Il fait une chaleur accablante. Nous entendions parfois des voix, et mon mari n'arrêtait pas de chercher les personnes que nous avions entendues. Puis, nous avons entendu un cri d'oiseau, mais ce n'était pas du tout un vrai bruit d'oiseau. On aurait dit une personne qui faisait des cris d'oiseaux, comme si c'était rythmé et pas vraiment naturel. J'étais convaincue que nous n'étions pas seuls, mais je suis aussi celle qui s'effraie le plus facilement. J'ai demandé à partir dès qu'ils seraient prêts, et ils étaient prêts, et cela m'a fait peur qu'ils soient aussi effrayés que moi à ce moment-là. Nous avons commencé à redescendre par le chemin que nous avions emprunté, et nous avions l'impression que cela prenait beaucoup de temps. Nous avancions régulièrement et rapidement, et c'était une descente, mais nous ne faisions pas de progrès, semble-t-il. C'est difficile à expliquer, mais c'était tellement bizarre qu'à un moment donné, je l'ai même dit à voix haute. J'ai dit « Ça me semble beaucoup plus long », et ils étaient d'accord avec moi. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi avec la lampe de poche. Mon mari regardait sur les côtés et mon ami regardait surtout vers l'avant. Je me sentais observée et je n'arrivais pas à savoir quels pas étaient les nôtres. Je me tournais dans la direction du bruit, mais je ne voyais rien. Quand mon mari marchait, il n'arrêtait pas de dire qu'il voyait des yeux dans sa lampe de poche, généralement des yeux de raton laveur qui vous épient ou d'autres animaux de ce genre. Il avait peur qu'il s'agisse d'un ours ou d'un gros chien.
Nous descendons maintenant une zone semi-plate, comparée à la descente que nous avons faite jusqu'à présent. La barrière en rondin se trouve sur notre droite. Nous sommes en rang et marchons à portée de main de cette barrière. Mon mari s'arrête de marcher et dit « Qu'est-ce que c'est ?» Mais la question est plutôt une alerte. Je déplace ma lampe à main dans cette direction et je ne vois rien au début. Puis ces deux lampes captent une forme. Ma lampe frontale la capte et je déplace ma lampe à main pour la centrer et la capter, tandis que mon ami la capte également avec ses lampes. Les 6 lumières brillent et se reflètent en quelque sorte sur une créature gris clair. Elle est accroupie, agenouillée sur sa jambe droite, et commence à se tourner vers nous. Elle commence à se lever lentement. Elle a l'air humaine, mais elle est trop grande. Les gens confondent souvent des formes humaines avec des ours dans les bois, mais celui-ci est très maigre. Il est mince, grand et presque blanc, tellement il est gris clair et sa peau ressemble à celle d'un dauphin. Il brille et nos lumières se reflètent un peu sur lui. Il se met progressivement en position debout devant nous. Sa tête est longue et ses yeux sont positionnés comme les humains sur le visage, devant et non sur le côté comme les animaux. Mais je n'ai pu voir aucune autre caractéristique faciale. Je n'ai vu que de grands trous ou fosses presque vides qui étaient ses yeux. Il nous regardait directement, nous et nos lumières. La façon dont il se tenait était intimidante, un peu comme lorsqu'un serpent se lève et fléchit son cou pour montrer à sa proie qu'il est plus fort et plus intelligent. On aurait dit qu'il s'apprêtait à se battre. Après s'être accroupi, il s'est retourné et s'est dressé de face devant nous. Les bras pendaient bas et les mains semblaient longues. Ses mains devaient se trouver au niveau de ses genoux. Je dirais qu'il mesurait environ 1,80 m et qu'il n'était pas si loin devant nous. Il n'avait pas de cheveux du tout et sa tête était large aussi. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais et j'étais figé. Je sens alors mon mari me frapper dans le dos et me crier « Cours, cours !» Je commence à comprendre que nous devons nous éloigner de cette chose. Et elle pivote et court vers la droite. Nous reculons sur le sentier pour pouvoir contourner la barrière et rejoindre le sentier derrière nous. Nous partons en courant sur le reste du chemin. Nous savions que cette chose venait de partir beaucoup plus vite que nous et qu'après avoir franchi la barrière, elle nous rattraperait rapidement. Nous ne parlons pas du tout, car si nous essayions, c'est comme si nous allions nous faire attraper. Nous avons continué à courir comme nous le pouvions, mais certaines zones sont tellement escarpées. Nous n'avons jamais eu l'impression d'être hors de vue de cette créature. Alors que nous arrivions au début du sentier sur le gravier, nous pouvions entendre quelque chose sur le côté qui s'écrasait dans la forêt. Nous avons couru jusqu'à la voiture, puis nous avons roulé aussi vite que possible. Dès que nous sommes arrivés sur la route principale, tout s'est éclairci et les étoiles sont apparues. Quand cette chose nous a regardés, j'ai su qu'elle était plus intelligente et plus rapide que nous. Je savais que si nous ne l'avions pas vue, elle aurait pu facilement prendre l'un d'entre nous et s'enfuir. Je pense que la seule raison pour laquelle cette créature a hésité, c'est parce que nous avons été nombreux à le voir en même temps et que nous sommes restés ensemble. Lorsque nous sommes rentrés à l'endroit où nous logions, nous avons tous pris nos téléphones et écrit une note sur ce que nous avions vu. Nous n'en avions pas parlé jusqu'à ce que nous ayons regardé les téléphones des uns et des autres, et les histoires étaient les mêmes. Il ne fait aucun doute que nous avons tous vu quelque chose de réel. Le 26 avril 2014, mon meilleur ami, 18 ans, et moi, 19 ans, entrions chez lui en voiture après une étude biblique à l'église. Il était entre 21h et 22h.
À environ 1,5 km en tournant sur une longue route de campagne qui menait à la petite commune dans laquelle il vivait, nous avons vu un feu sur le côté gauche de la route, dans un fossé. Nous avons fait demi-tour pour mieux voir ce qui brûlait. Comme j'étais sur le siège passager, j'ai pu regarder dans le fossé et voir. Mais rien ne brûlait. Il y avait bien une grande quantité de feu que je pouvais voir jusqu'au sol, mais rien n'était en feu. Mon meilleur ami a dû me tirer par l'épaule pour attirer mon attention, car je n'arrêtais pas de regarder. Une grande quantité de fumée a commencé à s'échapper. Mon ami a recommencé à conduire, mais nous avons finalement dû faire demi-tour pour retourner chez lui, à l'autre bout de la route. Lorsque nous sommes arrivés au bout de la route où nous avions commencé, j'ai composé le 911 pour les informer du feu dans ce fossé. Nous sommes repassés devant le feu, mais il s'était un peu calmé. Cependant, il y avait maintenant de petites touffes de flammes sur le sol. L'une après l'autre, elles s'éloignaient du fossé. Alors que je me retournais en regardant par-dessus mon épaule, mon ami a freiné brusquement. Je l'ai entendu dire « Oh mon Dieu !» Mon cerveau a besoin que je détaille les descriptions telles que je me souviens les avoir remarquées. Noir, gros comme une berline, sur 4 pattes, fourrure noir hirsute de l'épaule à la tête, émacié du milieu à la queue, tête de chien, yeux très tournés vers l'avant. Les yeux ne réfléchissent pas la lumière, grands, ronds, noirs et vides, complètement dépourvus de lumière. Il cligna des yeux et les globes oculaires furent pressés vers l'intérieur avec les paupières alors qu'elles se fermaient. Cette chose se trouvait entre 5 et 10 mètres. J'ai donc eu un très bon aperçu d'elle grâce au feu de route. Il ne s'est pas retourné pour regarder la voiture. Sa tête était légèrement relevée comme s'il regardait dans la voiture pour nous regarder directement. Je n'avais pas particulièrement peur. Cependant, lorsqu'il me regardait directement, j'ai ressenti d'intenses sentiments de terreur et de désespoir projetés sur moi. Effrayé, mon ami a appuyé sur l'accélérateur de sa vieille Ford Taurus et est parti à toute vitesse. Pendant qu'il conduisait, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Les larmes aux yeux, il a sangloté. « Je ne sais pas, je veux rentrer à la maison. Je veux juste rentrer à la maison. » Arrivé chez lui, nous avons verrouillé toutes les portes et fenêtres. Lorsque nous avons finalement pu nous calmer, nous ne nous sommes pas beaucoup parlé pendant le reste de la nuit. Au cours des jours suivants, j'essayais de raconter l'événement à ma famille en commençant par « J'ai vu quelque chose l'autre soir ». Je ne pouvais pas m'empêcher de tout leur raconter en retenant mes sanglots. Je ne voulais pas leur dire, mais ils savaient que je n'allais pas bien. Les sentiments intenses que cette chose me procurait commençaient à faire des ravages. Ce n'était pas une sorte d'apparition parce qu'elle clignait des yeux. Je n'ai lu aucun récit d'apparition clignant des yeux. Cette chose existait définitivement physiquement. Ma sœur et moi étions en train de nous remémorer nos meilleurs souvenirs d'enfance lorsque j'ai décidé de lui parler des créatures que je pensais avoir vues derrière notre ancienne maison. Elle m'a dit qu'elle avait vu exactement les mêmes choses. Nos deux histoires concordaient si parfaitement qu'elles nous ont fait peur et nous avons dû arrêter d'en parler. Il y a plusieurs années, nous étions dans le nord-ouest de l'Oregon. Nous avons depuis déménagé. Nous vivions dans une maison avec une immense zone boisée derrière elle. Nous avons toujours joué et exploré là-bas. Lorsque j'étais là-bas, il m'arrivait de voir un mouvement dans le coin de ma vision. Quand je regardais pour voir ce que c'était, je voyais l'une de ces choses. Le premier était grand, sombre et très longiligne.
Il marchait à quatre pattes et avait l'air malade. Lorsque je me retournais pour le regarder, il se figeait sur place, puis s'enfonçait dans la forêt. Il avait l'air d'être en cuir, avec seulement quelques poils sur les pattes et le cou. On aurait toujours dit qu'il avait de grandes oreilles ou des bois, mais je n'ai jamais pu en être sûr. Je n'ai jamais vu son visage. Lorsqu'il était immobile, il avait une forme solide. Lorsqu'il s'élançait, c'était comme s'il perdait sa forme et que ses bords se déplaçaient constamment. Le deuxième m'a fait encore plus peur. Il avait les mêmes jambes allongées et marchait à quatre pattes, mais son corps était disproportionnellement plus grand que ses jambes. Il semblait également avoir plus de poils que l'autre. Je le voyais toujours juste avant ou après le premier que j'ai décrit. Il avait aussi les mêmes oreilles bizarres ou les mêmes bois, mais il se tenait toujours dans un endroit sombre, contrairement au premier, qui semblait ne pas se soucier de la lumière tant qu'il y avait beaucoup d'arbres. Je ne l'ai jamais vu bouger. Il restait là quand je le voyais et disparaissait quand je clignais des yeux ou regardais ailleurs. J'ai également vu le visage de cette créature qui avait d'énormes yeux blancs laiteux sans pupilles. Parfois, je le surprenais en train de m'observer derrière ou entre les arbres. Ils avaient tous les deux la taille d'un grand cheval ou quelque chose comme ça. Nous pouvions aussi entendre des branches craquer chaque fois que le plus petit s'élançait. Les premières fois que je les ai vus, j'ai eu une peur bleue. Avant de voir le premier, je me sentais un peu anxieux et j'avais l'impression qu'on m'observait. Avant de voir le deuxième, je ressentais la même chose, mais j'avais aussi un fort sentiment d'effroi. Au bout d'un certain temps, alors que l'enfant que j'étais s'habituait à les voir, je les saluais en chuchotant. À chaque fois, ils restaient quelques secondes de plus que d'habitude, comme s'ils entendaient mes chuchotements. Finalement, je me suis senti plus à l'aise avec leur présence. Je n'ai plus ressenti de crainte ou de peur après quelques années. Quelque chose me disait de ne pas essayer de m'approcher, mais tant que je respectais la distance, je me sentais presque plus en sécurité en sachant qu'ils étaient là. J'ai même vu le plus grand, à cause de ses yeux, dans la forêt devant la fenêtre de ma chambre, un soir où il pleuvait. J'ai raconté tout ça à ma sœur, et elle a commencé à paniquer en disant qu'elle pensait qu'ils étaient comme des amis imaginaires bizarres. Si je devais décrire quelque chose qui leur ressemble vaguement, je dirais un croisement entre un cerf, un ours, un loup malade et un homme, un peu comme un Wendigo, mais pas tout à fait le même. Ils n'ont jamais semblé méchants non plus, ils m'ont juste fait peur au début. J'ai oublié de décrire les pieds, je ne les ai jamais vus clairement, mais ma petite sœur a dit qu'ils ressemblaient à un croisement entre des pattes et des mains vraiment bizarres. Ils avaient de longs orteils qui ressemblaient à des doigts. Ma sœur et moi étions à peu près d'accord sur les sentiments qu'ils nous inspiraient, même s'il y avait quelques différences. Elle s'est sentie plus proche du petit et moi du grand. L'explication simple pourrait être que je suis le plus âgé et qu'elle est la plus jeune. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une explication spirituelle à cela, si tant est qu'il y en ait une. Au début, nous étions tous les deux terrifiés, et nous nous précipitions chaque fois que nous les voyions. J'avais un sentiment de paranoïa, puis de crainte. Avec le temps et l'habitude, la peur et l'effroi ont disparu. Elles se sont transformées en crainte et en respect silencieux. Je me sentais également plus en sécurité dans la forêt, comme si quelque chose veillait sur nous. Je détestais évoquer les rencontres paranormales que j'avais eues quand j'étais enfant. J'étais connu pour être le courageux et le rationnel, mais il est évident qu'en tant qu'enfant, j'étais tout le contraire. J'étais un adolescent lorsque cela s'est produit, 14 ans pour être exact. J'étais très sceptique et je détestais ces sujets, mais je m'éternise. Alors je vais commencer à parler de ce qui s'est réellement passé.
Quand j'étais plus jeune, j'avais un certain nombre de rencontres paranormales. Rien de bien extraordinaire. Une ombre par-ci, des choses qui bougent par-là. Donc je n'étais pas novice en la matière. J'avais l'habitude de dormir dans un lit superposé, mon frère se trouvant sur le lit du bas. Je ne me suis jamais plaint car j'adorais regarder par la fenêtre qui entourait pratiquement toute ma couchette. Nous avions des rideaux, mais je les plaçais de manière à ce que le cadre les maintienne ouverts juste assez pour que mes yeux puissent voir à l'extérieur. Il était environ 22 heures et je commençais à être fatigué, mais pour une raison quelconque, je ne me sentais pas à l'aise pour dormir. Alors je regardais dehors. Je sentais mes paupières devenir de plus en plus lourdes, ne se fermant que très peu. Je me suis rendu compte que j'étais en train de m'endormir, et j'ai donc décidé de me mettre à l'aise, ce qui m'a permis de me réveiller davantage. Ça semble être une façon d'allonger et de faire traîner les choses, mais je tiens à souligner que oui, j'étais fatigué, mais je ne dormais pas. Je me suis recouché, attendant à nouveau d'avoir sommeil, quand j'ai vu une ombre par la fenêtre. Au début, je n'y ai pas prêté attention, essayant de rationaliser cela comme étant ma vision périphérique ou le balancement du rideau, mais la curiosité m'a poussé à regarder par la fenêtre où j'ai vu passer cette ombre. Je n'ai rien vu. Pour décrire ma cour avant, comme si je me tenais vers la fenêtre, de la fenêtre, tout ce que vous pouvez voir est un petit sentier qui mène sur le côté de ma maison. C'était un sentier sur le périmètre pour faire le tour par l'arrière. Il y avait une barrière pour que les chiens qui se trouvaient à l'arrière ne puissent pas aller à l'avant. Le chemin que je suivais allait de gauche à droite. Le petit sentier n'était pas très visible, car il se trouvait sur le mur à ma droite. À l'extrême gauche de la fenêtre, on peut voir un petit bain à oiseaux, avec un arbre géant à gauche hors de vue. À droite du bain à oiseaux se trouvait une décoration de Noël récemment installée. Je suis désolé si vous avez du mal à comprendre la disposition des lieux. Mais revenons à notre rencontre. J'ai fixé le bain à oiseaux d'où l'ombre semblait disparaître. C'est alors qu'est apparue une grande silhouette noire. Noire comme la couleur réelle, pas comme un noir sombre ou nuancé. On aurait dit qu'elle était plus foncée que toutes les couleurs du monde. Je l'ai regardée fixement. Il semblait que tout ce qui l'entourait se fondait en elle, un peu comme si elle était translucide. Je sais que cela va à l'encontre de ma description sur sa couleur, mais cette chose ne semblait pas respecter nos lois. Plus sombre que n'importe quelle couleur, mais pourtant visible à travers. Si grande qu'en étirant ses bras en l'air, elle pourrait facilement escalader ma maison à un étage. Ce qui m'a fait peur, ce n'est pas qu'il soit là, c'est qu'au moment où je l'ai vu, j'aurais juré que tous les bruits que j'entendais s'étaient évanouis. Le bruit que fait le ventilateur du plafond lorsque ses pales tournent si vite qu'il tremble, ou le climatiseur lorsqu'il souffle de l'air frais, il n'y avait pas un seul bruit que je pouvais entendre, sauf ce sifflement de silence qui vous perce les oreilles. Je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé être 3 minutes lorsqu'il m'a fixé. Il n'a pas lentement penché la tête ou balayé du regard dans ma direction. C'était comme s'il savait exactement où j'étais au moment où il s'est retourné et où sa tête a basculé vers moi. Il m'a fixé de ses yeux d'un jaune étonnamment terne et m'a souri. Ses dents brillaient par rapport à sa couleur. Elle semblait d'une blancheur céleste. J'avais l'habitude de raconter cette histoire aux gens et à chaque fois, j'omettais la partie suivante uniquement parce qu'elle semblait si incroyablement fausse que j'avais l'impression qu'au moment où je la raconterais, les gens penseraient que je mentais. Mais après avoir souri, je l'ai vu se détourner et de son dos ont poussé des ailes assorties, pas comme dans les films où des ailes en plumes apparaissent lorsqu'ils enlèvent leur chemise ou quelque chose comme ça. Cette chose a utilisé sa propre chair et a transformé son dos pour créer ses ailes. Du moins, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir. Sous le clair de lune, je l'ai vu sauter et s'envoler. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de mon champ de vision, il prenait l'apparence d'un oiseau. J'étais trop effrayé pour bouger, trop choqué pour dire quoi que ce soit. Mais au moment où il est parti, mes oreilles se sont soudain mises à fonctionner. Le ventilateur, la climatisation, les ronflements de mon frère. Je ne sais pas comment, mais malgré tout ça, je me suis endormi. J'en ai parlé à tout le monde à la maison, et évidemment, ils ont ri et m'ont dit que j'avais probablement rêvé ou que je ne m'étais pas rendu compte que je rêvais déjà.